Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. La politique du logement jugée inefficace, construction en berne, progression du mal-logement. Un rapport formule 41 propositions choc pour économiser 4 milliards d'euros. Le détail dans ce journal. Les nouveaux objectifs du gouvernement en matière de lutte contre les pesticides. Après l'échec du précédent plan, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, veut réduire de moitié l'usage des produits phytosanitaires à l'horizon 2025. Décryptage à suivre. Le rendez-vous décalé du vendredi avec le micro trop tard d'Alex Darmon. Il revient cette semaine sur le vote symbolique du Parlement qui a décidé de reconnaître aux animaux la qualité d'êtres vivants doués de sensibilité. Refonte des aides personnelles au logement, fin du soutien au HLM ou encore suppression de la prime pour la rénovation énergétique. Voici quelques-unes des mesures chocs proposées par l'IGAS pour réformer la politique du logement. Elle est jugée trop coûteuse et inefficace. Mounir Soussi et Paul Bouffard. Le rapport sur le logement dormait dans les tiroirs depuis l'été dernier. Sa publication pourrait bien réveiller une série de polémiques. Les fonctionnaires de l'Inspection générale des finances proposent de réformer de fond en comble la politique du logement qui s'élève aujourd'hui à plus de 46 milliards d'euros par an, soit 2% du PIB. Le rapport insiste sur un problème. Les objectifs de l'État et des collectivités locales sont souvent contradictoires sur le terrain et nuisent à l'efficacité des actions. Mais la proposition choc concerne les conditions d'attribution des allocations logement. Elle représente le plus gros poste avec 18 milliards d'euros par an. Le rapport préconise de resserrer les critères, notamment pour les étudiants. L'idée est de supprimer la demi-part fiscale des parents d'étudiants qui perçoivent une allocation logement. Cette mesure pourrait faire économiser à terme 400 millions d'euros chaque année. Une réforme explosive politiquement qui pourrait remettre sur le devant de la scène le sentiment de ras-le-bol fiscal et nourrir le discours de l'opposition sur le ciblage des classes moyennes par le gouvernement. Gouvernement qui s'est empressé de préciser dans un communiqué que ce rapport n'est qu'un simple document de travail et qu'il se donne encore le temps de la réflexion. Nous vous en parlions hier, jamais les relations n'ont été aussi tendues entre les présidents des deux chambres, l'UMP Gérard Larcher et le socialiste Claude Bartolone, après les propos de ces derniers qui militent pour une suppression du Sénat. Écoutez la réaction de Barbara Pompili, coprésidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Elle était l'invitée de notre émission Parlement Hebdo. D'abord, tout ça, moi j'ai l'impression que c'est une tempête dans un verre d'eau. Parce que ça concerne le Parlement. Ça concerne le Parlement et qu'on ait une réflexion sur nos institutions, c'est très important. Nous, écologistes, ça fait très longtemps que nous proposons une réforme profonde du Sénat, qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de bicamérisme, mais qui dit simplement qu'aujourd'hui, la manière dont le Sénat est élu n'est peut-être pas complètement satisfaisante. Un Sénat qui serait représentant des régions, par exemple, pourrait, dans une réforme institutionnelle plus globale, ça pourrait être intéressant. Donc vous dites pas vraiment suppression du Sénat, mais sous sa forme actuelle, oui. Je ne veux pas supprimer le Sénat. Je veux qu'il soit réformé en profondeur pour qu'il corresponde démocratiquement à quelque chose de plus visible pour les citoyens. La France dans le trio de tête des pays consommateurs de pesticides au monde. Le gouvernement lance un nouveau plan pour réduire de moitié l'usage des produits phytosanitaires d'ici à 2025. Le défi est de taille, comme nous l'explique Pauline Dame. Faire rimer écologie, agriculture et économie, avec un objectif, diminuer de moitié l'usage des pesticides en 2025. Un palier intermédiaire est fixé à moins 25% d'ici 2020. Le gouvernement veut aller vite, tout en respectant le rythme des agriculteurs. Si on ne change pas les modèles de production, on ne risque pas de baisser l'utilisation et le recours aux phytosanitaires pour les agriculteurs. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à la fois changer ces modèles de production, c'est tout le projet sur l'agroécologie. Avoir des stratégies qui consistent à moins spécialiser les productions et à utiliser beaucoup plus la concurrence que nous offre la nature pour produire des productions agricoles. Principale innovation, la création de certificats d'économie de pesticides à l'intention des distributeurs. Objectif, diminuer de 20% les doses utilisées d'ici 5 ans sous peine de pénalités financières. Les distributeurs devront apprendre aux agriculteurs à faire mieux avec moins de pesticides. Autre levier, le développement des fermes dites éco-phyto. Ces fermes exemplaires en matière de réduction de pesticides verront leur nombre porté à 3000 contre 2000 aujourd'hui. Le ministre souhaite également développer les alternatives naturelles aux pesticides, c'est-à-dire le biocontrôle. Pour financer ce plan, une rallonge budgétaire de 40 millions d'euros viendra compléter les 30 millions existants.
Un plan trop coercitif pour le président de la FNSEA. Je crois qu'on a besoin de faire notre propre autocritique sur notre propre système, mais replaçons-le aussi dans une dimension au minimum européenne, voire à certains moments internationale. Aujourd'hui, on doit privilégier plutôt l'incitation, l'innovation, l'offensive au fond sur les investissements, plutôt que systématiquement la réglementation et la coercition. Stéphane Le Foll devra encore travailler ses arguments pour le salon de l'agriculture qui ouvrira ses portes dans moins d'un mois à Paris. Et pour évoquer ce plan anti-pesticides, notre invité ce soir, Emmanuel Haas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du comité national de la Confédération paysanne en charge des fruits et des légumes et vous étiez cet après-midi au ministère. Vous avez entendu les annonces de Stéphane Le Foll. Après l'échec du plan Ecophyto, est-ce que ce nouveau plan vous semble plus réalisable ? Bon, tout d'abord, faut d'abord se convaincre que c'était une urgence extrême que d'affronter le problème des phytosanitaires en France, tel que l'État s'en est saisi en 2008. Effectivement, il n'y a pas eu d'avancée en termes de quantité de pesticides, de réduction de quantité de pesticides. Bien au contraire. Bien au contraire. Il y a eu... L'Élysée fait partie de ces pays extrêmement consommateurs. Effectivement, rapporté à l'hectare, on est parmi les plus gros consommateurs de pesticides. Et de surcroît, malgré la première partie, malgré le plan Ecophyto dans ces premières années, on n'a pas pu mesurer, on a même mesuré une augmentation du recours à ces produits. Et là, il s'agissait de présenter, suite à un bilan de mi-parcours, la réforme de ce plan Ecophyto de nature à finalement arriver aux objectifs qui avaient été définis au départ, c'est-à-dire une réduction. Est-ce que ça peut marcher cette fois avec l'argent qui est mis sur la table, notamment de la part du gouvernement, pour aider les agriculteurs à utiliser moins de pesticides ? Il y a un certain nombre d'efforts qui sont faits. Simplement, il faut bien reconnaître par ailleurs qu'il y a un certain nombre d'incohérences dans le discours de Stéphane Le Foll. On sort juste de la réforme de la PAC. Et c'est peu dire que la façon dont les arbitrages ont été faits par le ministère de l'Agriculture pour implémenter au niveau national le règlement européen n'ont pas réorienté l'agriculture de façon à ce que ces réorientations tendent à diminuer l'usage des pesticides. Par exemple, j'entendais dans les citations que vous aviez relevées de la part de Stéphane Le Foll dans le petit reportage, la façon dont il met en avant l'importance de diversifier les productions. Or, en fait, pour le secteur des fruits et légumes, qui est un des plus inquiétants en matière d'usage de pesticides, la ligne politique de l'Union européenne et qui a été reconnue, enfin reconduite à l'identique au niveau national, c'est la concentration et la spécialisation, au contraire, avec comme idée de... Donc finalement, ce que vous dites ce soir, c'est que si les agriculteurs ont recours aux pesticides, c'est parce que l'Europe leur demande de produire plus, c'est le message que vous voulez faire passer ? L'Europe, oui, effectivement, il y a un discours productiviste qui domine au niveau politique et aussi du fait d'un certain nombre de lobbies qui exercent un certain nombre de pressions au niveau politique. Mais il y a aussi les conditions économiques objectives que vivent sur le terrain les paysans, livrés souvent à une compétition complètement débridée et asymétrique avec des pays tels l'Espagne ou l'Allemagne. Je pense à nouveau aux fruits et légumes. J'insiste sur ces productions parce que... Quelles sont les alternatives justement alors pour les agriculteurs s'ils veulent s'en sortir? Est-ce que c'est possible, comme on l'a entendu dans la bouche de Stéphane Le Foll, eh bien, de produire mieux avec moins de pesticides? Mieux ou plus? Mieux, c'est ce qu'il a dit. Oui, bon... Le problème, c'est que c'est cette expression de double performance. Il y a des choses à discuter. Est-ce qu'il est vraiment possible de concilier une performance économique accrue, étant donné l'exacerbation de la concurrence internationale, et un progrès sur le terrain écologique en diminuant les intrants qui ont pour but d'augmenter les rendements? Il est permis d'en douter. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été notre invité ce soir en direct sur ce plateau. Merci à vous. Merci. Manuel Valls en Chine, le Premier ministre a poursuivi à Pékin son offensive pour attirer les investisseurs chinois en France, vantant un pays attractif, pro-entreprise et qui se réforme. Je vous propose de l'écouter. Oui, la France est ouverte aux entreprises chinoises. Oui, vos investissements, et nous savons tous que la Chine a des capacités financières tout à fait considérables, oui, vos investissements sont les bienvenus. Je veux également vous parler
de la réalité de ce qu'est la France. Et cette réalité, contrairement à ce que je peux parfois lire ou entendre, c'est que la France est un pays attractif, c'est que la France est un pays pro-entreprise, c'est que la France est un pays pro-business, c'est un pays qui avance et qui se réforme. La suite du procès Bettencourt à Bordeaux, la fille de la richissime héritière de L'Oréal, Françoise Bettencourt-Meyers, s'en est pris violemment à François-Marie Bagné, ancien confident de sa mère pour abus de faiblesse. Un escroc, selon elle, qui a brisé une famille pour mieux y régner. On l'écoute. Je mène un combat depuis 2007 pour protéger ma mère. Et nous mettons toute notre énergie et avec mes enfants, nous tenons absolument à réussir ce combat. Et c'est une épreuve. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venue faire une déclaration. Première rencontre entre le chef de l'Eurogroupe et le gouvernement grec avec une mise en garde contre le non-respect des accords passés entre Athènes et ses partenaires européens. Ignorer les accords n'est pas le bon chemin à prendre, a indiqué le patron de la zone euro à l'issue d'une rencontre avec le nouveau ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis. À noter qu'Alexis Tsipras, le nouveau Premier ministre, se rendra à Paris mercredi. Et comme tous les vendredis, place au micro-trottoir d'Alex Darmon. Cette semaine, il revient sur ce vote du Parlement à la portée essentiellement symbolique, mais qui a décidé de reconnaître aux animaux la qualité d'êtres vivants doués de sensibilité. Ah bah tu vois, regarde, t'as des droits. Tu peux pas te laisser faire. Bah ouais, mais tu dis rien comme d'habitude, quoi. Hein. Ah, je vais aller me faire un micro trop tard, là, ça va pas durer. On revient sur le vote du Parlement qui reconnaît définitivement que les animaux sont doués de sensibilité. Ils ont des sentiments pour nous. Bon, visiblement, là aussi, ils ont une dent contre nous, hein. Ça y est, vous êtes au courant? Bah oui, de quoi? Bah les animaux, ils sont doués de sensibilité. Parfait, enfin. C'est super, c'est ce qu'on attendait. Ah oui, ils sont comme nous, hein. Ils nous aident, les animaux. Je le vois dans la vie quotidienne que j'ai avec mon chien. Il est sensible à mes caresses, il a de l'affection pour moi. Après, il ne faut peut-être pas s'arrêter juste à voter cette loi-là. Après, il faut faire en sorte qu'elle soit mise en application, qu'on la surveille. J'ai un animal? Non, vous avez un animal chez vous? Non, mais j'aime l'animal beaucoup. C'est un chat. Vous avez un sur la tête. C'est quoi pour vous un animal? Bah, c'est un être vivant qui est doté de sensibilité. Bah, il faut quand même qu'entre êtres humains, on se respecte et qu'entre êtres humains, on respecte la vie et la nature qui est autour de nous. De quelle est la différence entre un être humain et un chien, par exemple? Ah, peut-être c'est un problème de conscience, mais encore ça s'est pas prouvé. Je pense pas qu'un chien sache vraiment qui il est. Qui il est. Il se pose pas la question, je suis qui. Alright, I don't speak French. Ah bah c'est pas grave, tant mieux, je suis en train de tomber amoureux de vous. What should I say? Ouais, it's alright. C'est cool, vous allez voir, ça va bien se passer. Vous voyez, ils sont doués d'une sensibilité. Il adore ce que je fais là. Peut-être qu'il va me bouffer. Allez, bon appétit. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre La Politique c'est net, présentée par Caroline Deschamps. Très bon week-end à tous et à lundi.